Je vous propose donc la suite de la lecture de King Kong, vue par Anthony Brown. Quelques jours plus tard, un épais brouillard contraignit le capitaine à réduire la vitesse du Wanderer. Dunham, Driscoll et Anne guettaient l'île depuis la passerelle avec une impatience grandissante, mais la visibilité était telle qu'au-delà de 3 mètres, le monde disparaissait dans un silence opaque. Les voix des matelots semblaient en revanche amplifiées par le brouillard. « Le fond à 25 brasses 20 brasses 10 !»« Nous approchons, dit Engelhorn. Driscoll, dites-leur de jeter l'ancre. »« Mouillé !» hurla Jack. Ils entendirent le cliquetis des chaînes, et au même instant un autre bruit leur parvint qui leur glaça le sang. « Des tam-tams, » dit Driscoll. Tandis qu'ils écoutaient, le vent se leva et dissipa le brouillard. C'est alors qu'ils la virent, droit devant eux, à 400 mètres environ. « La montagne du crâne !» cria Dunham. « La voyez-vous ? Mon capitaine norvégien est un fantastique cartographe. Et le mur ! Non mais regardez ce mur !» Dunham était dans un état d'excitation extrême. « Sortez les canots !» hurla-t-il. Ils atteignirent la plage en moins d'1 heure et débarquèrent dans un village qui leur parut déserté. Le son du tam-tam s'intensifiait. « Peut-être sont-ils en train de célébrer quelque chose ou quelqu'un. Ce ne sont pas des rythmes d'alerte, mais plutôt ceux d'une importante cérémonie, » annonça Engelhorn. Soudain, une plaintive mélopée s'éleva au-dessus des tam-tams. « Kong, Kong !»« Écoutez !» s'écria Dunham. « Ils appellent Kong !»« Ne bougez pas, je vais en éclaireur voir ce qui se passe. » Il revint quelques minutes plus tard. « Ne faites pas de bruit !» chuchota-t-il en s'emparant de la caméra. « Suivez-moi !» Ils avancèrent silencieusement jusqu'à une large place en terre battue. Tout le village était là, qui dansait et psalmodiait. « Kong, Kong !» Puis un perron de pierre attira leur regard. Il menait à une porte, devant laquelle une magnifique jeune fille était agenouillée. Un collier de fleurs ornait sa poitrine. La caméra de Dunham tournait. C'était encore mieux que tout ce qu'il avait espéré. Il tenait là, bien là, le film de sa vie. Soudain, le bruit des tam-tams s'atténua, et une douzaine de danseurs déguisés en gorilles bondirent sur les marches. L'étrange mélopée se muait en un chant farouche. « Kong, Kong, Kong !» C'était au tour du roi d'entrer dans la danse. Il avança d'un pas, mais le spectacle de Dunham qui s'activait fébrilement derrière sa caméra le cloua sur place. « Bado !» hurla-t-il d'une voix aiguë. « Bado ! Dama bativego !» Les tam-tams se turent. La mélopée s'interrompit. Tout le monde se figea dans un silence de mort. « Gardez votre calme, » dit doucement Dunham. « Pas de gestes brusques. C'est nous qui avons les fusils. » Le roi leva la main, et tous les guerriers brandirent immédiatement leurs lances. « Vois-tu » hurla le roi. « Tamadi ! Tamadi !»« Nous avons de la chance, » intervint le capitaine Engelhorn. « Je comprends leur langue. » Il avança d'un pas. « Salut à vous, » dit-il. « Nous sommes vos amis. Bala, Bala, amis. »« Tasco, Tasco !» cria le roi, ce qui signifie décamper, traduisit le capitaine. « Discutez avec lui, » ordonna Dunham. « Demandez-lui la raison de cette étrange cérémonie. » Engelhorn parla au roi en désignant la jeune fille agenouillée. La réponse du roi parut déplaire au capitaine. Il dit que cette jeune fille va devenir l'épouse de Kong. Jack se plaça instinctivement devant Anne pour la dissimuler derrière sa large silhouette. Mais le sorcier l'avait déjà remarqué. « Malem !» hurla-t-il. « Malem me pakem ! Kobisa para Kong !»« La femme en or !» dit Engelhorn. « Le sorcier veut Anne. Il n'a probablement jamais vu de blonde. Il dit qu'il donnera 6 de ses femmes en échange. »« Dites-lui que nous refusons. » « Le marché, dit Dunham.
Le capitaine et le roi poursuivirent leur singulière conversation. « Je lui ai proposé de remettre notre discussion à demain, traduisit le capitaine Engelhorn. « Parfait. Rejoignons le navire maintenant, ordonna Dunham. Dans le calme et avec le sourire. Vous, là-bas, vous prendrez la tête du cortège, et vous, vous entourerez Anne. Gardez vos fusils chargés. » À bord de leur canot, ils regagnèrent le Wanderer dans un silence qu'Anne fut la première à briser. « Oh là là! Personnellement, je n'aurais pas voulu manquer cela pour tout l'or du monde. » Le soleil se couchait. Anne contemplait la mer et écoutait le bruit inquiétant des tam-tams. Jack monta sur le pont la rejoindre. « Pourquoi n'êtes-vous pas couché ?» demanda-t-il. « Je n'arrivais pas à dormir. Le son de ces tam-tams me rend nerveuse, je crois. »« Moi aussi, dit Jack Dunn. Dunham a été fou de vous laisser descendre à terre. Et ce qu'il exigera de vous pour son film me terrifie. »« Après ce qu'il a fait pour moi, répliqua Anne, je suis prête à prendre tous les risques, s'il me le demande. Ne dites pas cela, Anne. Quand je pense à ce qui aurait pu se passer aujourd'hui, si quelque chose vous était arrivé. Eh oui, l'interrompit joyeusement Anne, vous ne seriez plus contrariée par la présence d'une femme à bord. Anne, je vous en prie, ne riez pas. Vous savez que j'ai peur pour vous. Vous savez que je vous aime. Ils s'enlacèrent tendrement, mais un tonitruant Jack interrompit leur premier baiser. C'était la voix du capitaine qui appelait Jack sur la passerelle. Ils se séparèrent à regret. Ni l'un ni l'autre n'entendirent le léger chuchotis des pagaies dans l'eau. Anne s'attarda quelques minutes seule sur le pont. Elle savourait son nouveau bonheur. Elle se sentait calme et sereine, prête à passer une bonne nuit. Tout à coup, une large main se plaqua contre sa bouche et des bras l'enserrèrent vigoureusement. Anne se tortilla comme une anguille et se débattit de toutes ses forces, mais les bras la hissèrent par-dessus bord et d'autres mains l'empoignèrent pour la pousser au fond d'une pirogue. C'est alors que la peur la saisit. Elle voulut hurler, mais une main lui comprimait toujours la bouche, l'empêchant d'émettre le moindre son. Les ravisseurs débarquèrent sur le sable. Ils jetèrent Anne sur leurs épaules et s'élancèrent vers le village. La place de terre battue était illuminée par des torches, et comme l'après-midi précédent, une foule psalmodiait en dansant sous le roulement incessant des tam-tams. Anne reconnut un visage, celui de la jeune fille qui la veille était agenouillée sur les marches. Anne frissonna en remarquant que la jeune fille était maintenant vêtue comme toutes les autres femmes. Anne fut transportée précipitamment en haut des marches devant l'immense porte, et l'on passa autour de son cou un collier de fleurs. 6 terrifiantes silhouettes de gorilles se mirent à danser sauvagement autour d'elle. Anne dut se rendre à cette épouvantable évidence. Elle avait remplacé la jeune fille. Elle allait devenir la nouvelle épouse de Kong. Peu avant minuit, Lumpy, le cuisinier du bateau, trouva un bracelet en bois sur le pont. « Sur le pont !» cria-t-il. « Tout le monde sur le pont !» L'équipage se précipita. « Regardez !» hurla Lumpy. « Ces sauvages sont montés à bord !» Une rapide inspection du bateau leur confirma ce qu'ils craignaient. Anne avait disparu. « Armez les canots !» cria Dunham. « Je veux un fusil pour chaque homme. Et n'oubliez pas les bombes !» Les indigènes soulevèrent Anne et se dirigèrent vers l'immense porte qui s'ouvrit doucement devant eux. Puis, d'un pas précipité, ils la menèrent par-delà le rempart à un autel de pierre surmonté de 2 colonnes. Anne luttait pour ne pas défaillir d'effroi. Ils nouèrent à ses poignets des lianes qu'ils enroulèrent autour des colonnes. Le gong retentit une nouvelle fois, et toute la tribu se jucha sur le rempart avec des torches qui illuminèrent le ciel. Et ils se remirent à psalmodier. « Kong! Kong! Kong !» Anne se débattait comme un animal pris au piège.
Elle criait et suppliait, refusant de s'avouer perdue, tandis que de l'autre côté du mur, la foule grondait de plus en plus fort. « Kong, 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 Kong !» Puis brusquement le chant cessa, et Anne sentit une chape de silence tomber sur elle. Extrêmement lentement, une gigantesque ombre noire enveloppa Anne. Pourquoi il l'enveloppe? Un épouvantable rugissement déchira la nuit, et un animal monstrueux surgit de la jungle. C'était Kong. Le monstre se dressait sur ses pieds, il martelait sa poitrine de ses poings velus, puis il se tourna vers le rempart couronné d'indigènes, et il poussa à nouveau un rugissement de colère. C'est alors qu'il aperçut Anne. Il se tut immédiatement. Sur le mur, la tribu entière retenait son souffle. Kong allait-il accepter la femme en or? Kong libéra délicatement les poignets d'Anne, et il la souleva avec une infinie douceur. Une balle siffla à ses oreilles, mais il n'y prêta pas attention. Son nouveau trésor semblait l'absorber entièrement. Il ne vit même pas la porte du mur s'ouvrir et un homme se faufiler. Kong tourna les talons. Il poussa un dernier rugissement et se dirigea vers les ténèbres de la jungle, son précieux butin niché au creux de son bras. Jack Driscoll était l'auteur du coup de feu. Il avait pris le commandement des opérations. « Je ramènerai Anne, » affirma-t-il. « J'ai seulement besoin d'une dizaine d'hommes. » Jack et Dunham élurent 10 hommes, tous volontaires, et laissèrent Engelhorn et le reste de l'équipage au village. « Capitaine, le village est sous votre protection, » dit Jack. Les 12 hommes se lancèrent sur les traces de Kong. Ils suivirent le sentier qui partait de l'hôtel et s'enfonçait dans la jungle. « Hé, regardez-moi ça !» cria soudain l'un des matelots. « Regardez-moi cette gigantesque empreinte !» Tous les hommes frissonnèrent. C'est un village. Ils trouvèrent d'autres empreintes et les suivirent. Ils s'enfonçaient péniblement dans les profondeurs de la jungle, cinglés par les branches et les lianes enchevêtrées. Puis, le chant des oiseaux troua la nuit. L'aube commença à poindre. Ils débouchèrent sur une clairière au lever du soleil. Le sol se mit brusquement à trembler sous leurs pieds. Quelqu'un poussa un terrible hurlement de terreur. Une gigantesque créature surgissait de la jungle et se dirigeait droit sur eux. « Vite !» cria Jack. « La bombe ! Quand je la lancerai, il faudra se plaquer au sol, face contre terre. » Le monstre se rapprochait. Jack jeta la bombe. Elle explosa instantanément et enveloppa l'animal dans un nuage de fumée nauséabonde. Les hommes étaient allongés, le visage contre terre. Ils sentaient le sol trembler sous les pas de l'animal qui se rapprochait de plus en plus lentement. Puis les pas s'arrêtèrent et une violente secousse ébranla la terre. Le monstre venait de s'écrouler. Le monstre Est-il mort ? Demanda Jack en se relevant. Non, mais ce n'est qu'un détail, répondit Dunham, et il tira 2 balles à bout portant dans le cœur de l'animal. Puis il regarda le cadavre avec incrédulité. Mais c'est un dinosaure ? Reprit-il. Un animal préhistorique ? Kong doit être une sorte d'animal préhistorique lui aussi, dit Jack. Cet endroit est peut-être peuplé de monstres. Ça, c'est pas un monstre. Ils reprirent leur périlleuse poursuite. La piste descendait à présent vers une vallée nappée de brouillard. Ils distinguèrent un lac en contrebas, puis ils entendirent des giclements d'eau. Kong a traversé le lac à la nage, dit Jack. Nous ne pouvons pas l'imiter à cause des bombes et des fusils. Nous allons construire un radeau. Les matelots se mirent aussitôt à l'ouvrage. Ils taillèrent une dizaine de troncs d'arbres
qu'ils assemblèrent à l'aide de lianes. Le radeau terminé, ils s'y casèrent tous à grand-peine. L'embarcation tanguait dangereusement, mais les matelots souquaient ferme, et ils étaient déjà sur le point de toucher l'autre rive, quand tout à coup, le radeau heurta quelque chose qui bougeait. « Un dinosaure !» hurla Dunham. Une énorme tête écailleuse surgit du lac, créant un gigantesque remous. Le radeau vola en éclats. Les hommes furent projetés dans l'eau et luttèrent contre les flots, abandonnant leurs fusils et leurs bombes dans le naufrage. Jack arriva le premier sur le rivage, et lorsqu'il se retourna, il vit que le dinosaure était à leur trousse. Il attendit que ses compagnons le rattrapent, et ils s'empressèrent de traverser les marécages qui les séparaient de la jungle. Ils progressaient péniblement, talonnés par le monstre. Ils réussirent finalement à atteindre la jungle. Tous les hommes coururent se réfugier dans ces noires profondeurs. Tous, sauf un. Son cri d'horreur déchira l'obscurité et ses compagnons serrèrent les poings d'impuissance et de rage. Mais ils ne pouvaient rien faire d'autre que continuer à s'enfoncer dans la jungle et à la poursuite de Kong. Ils arrivèrent bientôt devant un ravin. Le seul moyen de le franchir était d'utiliser un tronc d'arbre en guise de pont. Jack Driscoll passa le premier, et le petit groupe suivit en file indienne. Jack venait juste de traverser lorsqu'ils entendirent un terrible grognement. Kong se dressait devant eux. Jack attrapa une liane et descendit dans le ravin où il se cacha dans une fissure de la roche. Dunham, qui fermait la marche, rebroussa chemin. Le reste de l'équipage était pris au piège. Kong souleva le tronc d'arbre et le balança avec une violence. Les hommes, terrifiés, essayaient désespérément de s'agripper au tronc, mais ils finissaient par lâcher prise, l'un après l'autre, et tombaient au fond du ravin qui grouillait de monstrueuses araignées carnassières. Kong glissa sa grande main velue dans la fissure où Jack se cachait. Il lui taillada un doigt, et Kong poussa un rugissement de rage, qui fut immédiatement suivi d'un autre cri. « À l'aide! À l'aide !» C'était Anne. Un allosaurus se dirigeait vers elle. Kong oublia Driscoll et se précipita au secours d'Anne. Le dinosaure était encore plus grand que Kong. Il avait de grandes dents pointues et des pattes postérieures très vigoureuses. Kong et l'allosaurus engagèrent une lutte qui tourna vite à l'avantage du carnassier. Anne se prit à souhaiter ardemment la victoire de Kong. Kong changea de tactique. Sa technique de combat faisait maintenant appel à son intelligence plus qu'à sa force. Il sauta sur le dos de son ennemi, empoigna ses mâchoires et désarticula la gueule du carnassier. Kong émit un grognement triomphant. Puis il souleva Anne et la nicha dans le creux de son bras. De curieux sons consolateurs sortaient de sa gorge tandis qu'il s'enfonçait dans la jungle, la tête inclinée vers son précieux fardeau. Jack Driscoll et Carl Dunham étaient de part et d'autre du ravin. « Partez !» cria Jack. « Il nous faut des hommes et des bombes. Moi je vais suivre les traces de Kong, et quand j'aurai découvert son repère, je descendrai vous chercher. »« D'accord, Jack. Faites attention, et bonne chance. » Dunham s'éloigna en courant vers le village. Suivre les traces de Kong n'était pas une mince affaire. Jack avait faim, et il était épuisé. Mais le monstre semblait accélérer le pas, et Jack comprit en voyant se profiler le sommet de la montagne du crâne que Kong grimpait à son repère. Logique, pensa Jack. Kong est le seul animal sur cette île qui sache grimper. Il règne en maître absolu tout là-haut. Jack gravit à son tour la montagne, et lorsqu'il fut près du sommet, il vit Kong entrer dans une immense grotte. C'était donc là son logis. Jack se faufila à l'intérieur de la grotte, au moment où Kong déposait Anne sur une saillie rocheuse. Kong se retourna et Jack vit avec horreur un serpent géant jaillir d'un étang bouillonnant et ramper vers Anne.
Anne hurla. Kong se jeta sur le reptile. Le serpent s'enroula autour du cou de Kong avec une telle violence que le singe géant suffoqua, à demi étranglé. Il lutta de toutes ses forces pour se libérer du douloureux étau, et dans un ultime effort il balança le serpent géant contre les rochers, lui fracassant la tête. Pourquoi il a fracassé la tête? Kong souleva Anne et la porta sur le toit de sa grotte. Jack les suivait de très près. Kong marcha jusqu'à l'extrême bord de la corniche qui dominait l'île. Il déposa doucement Anne et rugit comme s'il défiait le monde. Puis il s'assit et prit délicatement Anne dans sa large main. Il l'approcha de son visage, et pour la première fois, il l'examina attentivement. Il semblait fasciné. Jack fit malencontreusement glisser un gros caillou, et Kong se précipita, les sens en alerte. Jack s'aplatit contre la paroi et attendit, persuadé que la bête allait le découvrir, quand soudain, un immense reptile volant fouetta l'air de ses larges ailes. Il fondit sur Anne et l'emporta entre ses serres. Kong attrapa au vol l'immense créature et avec une incroyable dextérité il délivra Anne avant d'entamer un corps à corps sans merci avec le volatile. Une fois de plus, Kong risquait sa vie pour Anne. Une fois de plus, il livrait pour elle un sanglant combat. Jack saisit cette occasion. Il courut vers Anne. « Anne !» appela-t-il doucement. « Jack ! Oh, Jack ! Je savais que vous viendriez. » Ils s'étreignirent rapidement, puis Jack se pencha au-dessus de la corniche. Il distingua tout en bas le miroir obscurci d'un lac. Anne se pencha à son tour et elle aperçut une longue liane. « Vite, Jack, nous pouvons nous laisser glisser. » Il n'avait guère le temps de mesurer le danger d'une telle entreprise. Anne se cramponna à Jack, et Jack commença sa périlleuse descente. Kong tua son adversaire et jeta son cadavre par-dessus la corniche. Le monstre frôla Anne et Jack dans sa chute, avant d'aller se fracasser en contrebas. Puis Kong chercha sa fiancée, et lorsqu'il la vit, il poussa un rugissement de colère. Il s'empara de la liane et la tira vers lui. Anne et Jack remontaient vers Kong, dont ils pouvaient déjà sentir la chaude haleine. Anne craignait de lever son visage vers l'horrible animal, mais elle redoutait plus encore la vision du gouffre sous ses pieds. Finalement, ses forces la lâchèrent, et elle tomba. Jack plongea derrière elle. Anne remonta à la surface de l'eau dans un jaillissement de gouttelettes, et quand Jack émergea à quelques brasses d'ailes, il lui sembla que son cœur explosait de bonheur. Ils s'enlacèrent tendrement. « Oh Jack, c'était horrible d'être entre ses mains. Il me touchait comme s'il essayait d'élucider un mystère, et il me regardait. Je me suis demandé. J'ai pensé. » « Chut !» l'interrompit Jack. « Oubliez Kong. » Le village sombrait dans la nuit et Jack ne s'était toujours pas manifesté. Dunham terminait de rassembler une équipe de volontaires pour partir à sa recherche lorsqu'un guetteur vit Anne et Jack courir vers le mur. Ils étaient dans un état d'épuisement extrême. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons bientôt rejoindre le navire, » assura le capitaine Engelhorn. « Attendez, dit Dunham. Vous oubliez Kong. Nous sommes venus tourner un film, mais Kong à lui seul vaut tous les films du monde. Et avec les bombes qui nous restent, nous pouvons l'attraper vivant. J'ai décidé que nous ne partirons pas d'ici sans lui. »« Vous êtes fou, dit Jack. Complètement fou. Il vit au sommet de la montagne du crâne, dans un repère qu'aucune armée ne pourrait prendre d'assaut. »« Oui, s'il reste là-haut, répliqua Dunham. Mais la bête a vu la belle. Le souvenir de la belle est à jamais gravé en lui. Il viendra. » C'était la deuxième partie de King Kong et je vous propose
de poursuivre dans la troisième partie.